et si votre stress, c'était votre meilleur ami? Et donc on est ici aujourd'hui pour parler du stress et comment apprivoiser son stress. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me le préciser en commentaire. Je prendrai un petit moment à la fin de la conférence pour pouvoir y répondre. Alors d'abord, moi j'ai envie de commencer par tout simplement par vous dire, et si votre stress c'était votre meilleur ami? Et oui, souvent quand on parle du stress, on a tendance à dire que c'est très très négatif, que ça nous met dans tous nos états, que c'est vraiment catastrophique. Et, et en fait, peut-être que non. Et c'est ce que je vous propose en fait, de venir regarder qu'est-ce que le stress exactement. Alors chacun a sa définition, mais si on regarde toutes les études qui ont été faites sur le sujet, le stress c'est avant tout un moyen qu'a le corps pour s'adapter à une situation donnée, qu'elle soit physique ou psychologique. Selon Hans Selye, qui est un des premiers chercheurs à s'être intéressé et avoir fait des recherches sur le stress, en fait le stress est un syndrome général d'adaptation. C'est en fait une tension qui résulte d'une adaptation de l'organisme aux diverses sollicitations, qu'elles soient internes ou externes. Il ne faut pas le considérer du tout comme une maladie, c'est ce qu'on a tendance à dire et on le voit comme ça aujourd'hui, mais en fait non, c'est juste une réaction naturelle et spontanée du corps, de l'organisme, comme un peu un mécanisme de défense. Et en fait tous les êtres vivants, que ce soit les animaux, les végétaux, les êtres humains, on a tous ce mécanisme de défense qui nous permet de venir mobiliser rapidement toutes nos ressources pour assurer la survie et l'adaptation. Donc aujourd'hui, le stress, c'est un mot qu'on utilise au quotidien, quel que soit notre âge, qu'on soit enfant, adulte. C'est quelque chose de très très présent dans nos vies. Pourtant, ça reste une notion très subjective. C'est-à-dire qu'en fait, un même événement n'affectera pas deux personnes de la même façon. C'est-à-dire que si, je prends un exemple, deux amis partent en voyage, le stress vécu par l'une ne sera pas du tout le même que celui vécu par l'autre. Et de la même façon, une même situation vécue par une même personne, mais à des moments de vie totalement différentes et dans des conditions totalement différentes, ne sera pas vécue de la même façon. On va dire que un déménagement quand on est étudiant pour aller faire ses études dans une autre ville et un déménagement après à l'âge adulte dans le cadre professionnel ou familial peut-être, ça reste un déménagement mais qui ne sera pas du tout vécu de la même façon et appréhendé de la même façon non plus. Donc ça c'est très très important de voir qu'il y a effectivement une subjectivité dans le stress, quelles que soient les situations vécues au final, deux personnes ne vont pas les vivre de la même façon et une même personne à des moments différents et dans des conditions différentes ne le vivra pas non plus de la même façon. Donc il ne faut vraiment pas voir le stress comme un ennemi, bien au contraire, il faut le voir comme un signal d'alerte qui va nous permettre de réagir en fait et qui va nous permettre de mieux comprendre nos réactions et mieux nous comprendre nous-mêmes au final. Il y a un fait important à prendre en compte aussi à propos du stress, c'est que il y a un sondage qui a été réalisé par BVA pour la chambre syndicale de la sophrologie. Et en fait, ce sondage a montré que les personnes les plus stressées sont celles qui font le moins de choses pour gérer leur stress. C'est-à-dire que vous êtes stressé, vous en prenez conscience, vous trouvez des solutions déjà pour apprendre à mieux le gérer, et bien rien que ça, c'est une étape vers un mieux-être. Et ceux qui sont stressés et qui ne font rien, forcément, sont le plus concernés par le stress. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Ok, on fait un état des lieux, je ressens un stress, je suis stressée, qu'est-ce que je mets en place pour m'en sortir? Et déjà, rien que ça, c'est la première étape pour aller mieux. Et c'est plutôt pas mal. Alors effectivement,
c'est important de voir le stress comme un indicateur, un moyen, voilà, de mieux se connaître, de mieux connaître nos réactions et de mieux pouvoir les identifier par la suite pour mieux le gérer ensuite. Alors, oui, nous sommes confrontés au stress chaque jour de nos vies et encore plus en ce moment vu la période, ça rajoute un facteur de stress supplémentaire pour beaucoup. Donc voilà, on est confronté au stress chaque jour dans notre environnement, tout le temps. Mais il n'y a pas que du stress négatif. Et il y a aussi du stress très très positif selon les événements et les situations qu'on rencontre. Et ça, c'est primordial. Parce que ce bon stress, ce stress positif, on en a besoin et à un certain niveau, il est même vital. C'est un moyen d'être stimulé, que ce soit par un projet motivant, par des objectifs assez accessibles et réalisables évidemment, des changements positifs. Ça amène un équilibre, ça amène aussi un épanouissement, une motivation personnelle, un élan qu'on a vraiment envie de sentir, un moteur pour la vie. Et ça, on en a besoin. On en a besoin dans notre vie. Et à faible dose, voilà, c'est un moteur. C'est vraiment une force positive qui est nécessaire pour maintenir un équilibre stable et serein dans nos vies, pour participer à notre épanouissement, garder une motivation, un élan, une direction dans laquelle on a envie d'aller. Malheureusement, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est exposé à un tel degré de stress, à une telle récurrence au quotidien, que cela devient un facteur à risque à beaucoup de niveaux. Et en fait, ça passe par différents facteurs, que ce soit dans le cadre professionnel, dans le cadre personnel, la maladie, le deuil, évidemment, des changements trop fréquents, trop brutaux, non désirés. Ça rajoute énormément de pression, une accumulation de stress, et c'est là où on n'arrive plus à le gérer. Et c'est ce stress-là qui est profondément néfaste pour le corps, pour la santé physique, mentale, pour tout en fait. Et voilà. Donc, il faut vraiment faire la part des choses entre le bon stress et le mauvais stress. Et essayer de trouver un équilibre entre ces moments où on a effectivement des contraintes, du stress négatif, des choses négatives, on en a tous à gérer dans notre quotidien. Mais il faut réussir à trouver un équilibre et à amener suffisamment de bon stress, suffisamment de choses positives pour venir rééquilibrer et amener un peu de mieux-être, un peu de positivité dans nos quotidiens. Donc ça, c'est très important. Alors, le stress se manifeste à différents niveaux. Au niveau de la santé, il y a différentes conséquences en fait. La première, au niveau cognitif, on va avoir tendance à manifester beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude de façon constante, du pessimisme, des problèmes de mémoire, difficultés de concentration, perte d'objectivité. Voilà, tout ça, ça va être des choses qui vont en fait nous impacter d'un point de vue cognitif. Après, il y a effectivement d'un point de vue émotionnel, où là, on perd totalement la gestion de nos émotions quand on est en état de stress, de l'agitation, de la fatigue, de l'irritabilité, de l'impatience, des tensions diverses, de la tristesse, voire même de la dépression. On va avoir tendance à s'isoler aussi, besoin de solitude. Voilà. Et ça, ça joue encore plus sur notre état moral et physique et ça rajoute un stress en plus. Après, d'un point de vue physique, il y a énormément de manifestations corporelles qui se mettent en place, qui se manifestent quand on est en état de stress. Déjà, avant toute chose, l'accélération du rythme cardiaque, l'accélération de la respiration, les tensions musculaires, on a tendance à se crisper, on serre un peu les dents, les poings, on a les épaules qui remontent et la plupart du temps on s'en rend même pas compte. Et quand on arrive chez l'ostéo ou chez le kiné, il nous dit mais t'es tout tendu, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est des facteurs, des résultats du stress qu'on a malheureusement, on s'en rend compte après en fait. Après, il y a des nausées, problèmes d'insomnie, des douleurs au niveau de la poitrine, ou douleurs lombaires, des maux de ventre, prise ou perte de poids. Il y a toutes sortes de manifestations physiques. Le corps réagit
Et c'est là où c'est très très important de venir écouter. Écouter ce que nous dit notre corps, écouter ce que nous dit notre stress. Et déjà, ça nous permettra, dans les cas après, quand ça se remanifestera, de dire « Ah oui, là, c'est mon corps qui m'envoie un signal d'alerte. Ok, il y a des choses qui se sont mises en place d'un point de vue physiologique, qui est en train de s'adapter au stress. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de revenir à un état plus normal ?» Ça, on le verra après. Et après, dans les dernières manifestations qu'on peut observer en cas de stress, il y a tous les problèmes comportementaux. On va avoir tendance à manger ou dormir beaucoup plus, ou au contraire beaucoup moins, perdre le sommeil, avoir des insomnies. Donc comme je disais tout à l'heure, s'isoler, se couper du contact social, et ça c'est très très dangereux en cas de stress. On va avoir tendance à fuir ses responsabilités, à manifester des addictions diverses. Voilà. Avoir des habitudes nerveuses aussi. Et ça, voilà, ça rajoute des problématiques et c'est très très important de pouvoir les observer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, de voir le stress comme un indicateur. Et vraiment de rester à l'écoute de son corps, de rester à l'écoute de tous ses ressentis, de toutes ses sensations et de se dire, ok, là j'ai un signal, j'ai une alerte, soit comportementale, soit émotionnelle, cognitive ou physique, qui me dit je suis en état de stress, j'en prends conscience et je mets en place des solutions pour y répondre. Alors à travers tous ces symptômes qu'on a vus, qu'on a pu observer, c'est toute une réaction en chaîne d'un point de vue physiologique qui se met en place. C'est-à-dire que le corps en état de stress va sécréter des neurotransmetteurs, des hormones, pour que l'organisme puisse répondre et s'adapter au stress. Donc ça passe par l'adrénaline, noradrénaline, le cortisol, voilà, toutes ces hormones qui vont amener le corps à répondre à la situation, à l'agent stressant. Donc ça, c'est géré par le cerveau reptilien, qui est là, tout en bas. Ce cerveau reptilien, c'est celui qui gère vraiment le mode survie et qui permet, voilà, c'est lui qui prend le relais quand il y a un agent stressant, une situation diverse. C'est lui qui va dire, ok, je mets en place tous les mécanismes biologiques pour venir répondre et pour que le corps puisse s'adapter et répondre à cette situation. Quand on a atteint un niveau de stress critique, c'est-à-dire qu'en fait, dans le stress, il y a 3 phases assez distinctes. La première, c'est la phase d'alarme, la phase d'alerte. Effectivement, cette phase-là, c'est juste, voilà, le corps qui réagit. C'est la phase normale. Mais quand il y a une récurrence de facteurs stressants, quand il y a trop de stress qui s'accumule, là on passe dans la deuxième phase, qui est la phase de résistance. Et là le corps commence à s'habituer à être en état de stress, commence à s'habituer à avoir cette surproduction d'adrénaline, de cortisol, etc. Et ça amène, si les facteurs stressants ne se calment pas, ça amène à la troisième phase qui est la phase d'épuisement. Et c'est là où on a atteint vraiment le seuil critique, où on a toutes les manifestations corporelles là, qui explosent et où on se retrouve avec une fatigue extrême, de la dépression ou du burn-out dans les cas les plus extrêmes. Voilà. Donc pour ne pas arriver dans cette phase-là, c'est important surtout d'être à l'écoute de son corps et après de mettre en place les solutions qu'on verra par la suite pour venir ramener le corps et l'esprit dans un état un peu plus calme, un peu plus serein. Donc dans ces moments de stress extrême, en fait, où on a une surproduction de cortisol et d'adrénaline, et de noradrénaline aussi, il y a toute une réaction en chaîne qui se met en place. Effectivement, on va avoir une perte de magnésium colossale, donc c'est très très important en état de stress de venir se complémenter en magnésium, de faire des cures de magnésium, hein, c'est très très important pour ne pas être en carence. On observe aussi une fatigue au niveau des glandes surrénales, au niveau du système hormonal, donc une augmentation du taux de cortisol dans le sang, et ça, à trop long terme, ça amène énormément d'acidité dans le corps, et tout ce qui amène de l'acidité dans le corps, ça amène aussi des risques d'inflammation, maladies inflammatoires et diverses pathologies liées à l'acidité dans le corps. Il y a aussi tout un dérèglement de la sérotonine, de la dopamine. Ça, c'est des hormones qui sont
généralement les hormones du bien-être, les hormones du bonheur, qui sont sécrétées en temps normal, voilà, quand on a des moments de joie et de bien-être. Mais quand on est trop souvent en état de stress, on va venir complètement dérégler cette production, la production de ces hormones du bien-être. Et on a du mal à retrouver un équilibre et une stabilité. Alors parmi tous les outils qui existent par rapport à la gestion du stress, la première des choses, effectivement, les premiers outils à utiliser quand on sent un pic de stress, la première des choses à laquelle on doit penser, c'est à la respiration. En cas de stress, on a tendance à avoir une respiration, et même en temps normal, une respiration haute. On va respirer par la poitrine. Et ça nous empêche d'être au maximum de nos capacités respiratoires. On a du mal à respirer très profondément quand on n'est qu'à ce niveau-là. Donc dès qu'on sent vraiment un pic de stress qui arrive, tout de suite, moi je conseille de revenir mettre les mains au niveau du ventre pour bien sentir les mouvements de la respiration abdominale et se forcer, entre guillemets, à repasser sur une respiration abdominale. Et ça c'est très important parce que rien que le fait de se concentrer sur sa respiration, ça ramène à l'intérieur de soi, ça nous ramène dans notre corps, à nos sensations physiques, ça nous fait prendre une pause par rapport à la situation qu'on vit à l'extérieur. Et on se dit, allez, je souffle, je ramène une respiration plus calme pour aussi clarifier mes idées et voir plus clair. Et donc tout de suite, ramener une respiration ventrale, abdominale. Ça amène beaucoup de détente, déjà rien que ça. Alors après on peut faire la différence, une main sur le ventre, une main sur la poitrine et sentir quand on est en respiration abdominale ou au contraire quand on est sur une respiration haute. Après il y a différents exercices que je propose en consultation, soit donc différentes techniques de respiration, la respiration lente, la relaxation musculaire, des techniques de sophrologie en fait, pour venir détendre les muscles au niveau des épaules, reprendre ces sensations, reprendre contact avec ces sensations corporelles. La cohérence cardiaque aussi, ça c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire et pas que pour le stress, pour plein d'autres choses. Donc vous avez plein d'applications qui existent pour pratiquer la cohérence cardiaque. Le fait de le faire tous les jours, c'est vraiment un très très bon exercice qui amène des bienfaits bien au-delà de la gestion du stress. Mais en cas de stress, revenir à une respiration plus lente, vraiment profonde du ventre, ça amène déjà à un état de bien-être, un état de relaxation. Ensuite, ce qui est très important dans les outils qu'on peut mettre en place pour venir gérer son stress, c'est déjà commencer par gérer son temps. Alors, quand on est en état de stress, effectivement, on se sent souvent débordé. On a l'impression qu'il y a trop de choses à faire, que tout arrive en même temps. On ne sait plus par quel bout commencer. Et on n'arrive plus du tout à gérer, on n'est plus du tout capable de réagir et de relativiser par rapport à toutes les tâches, à tout ce qu'on a à faire. Donc la règle d'or, c'est la gestion du temps et surtout la planification. Donc, venir définir ses tâches, faire des listes, définir ses priorités, se fixer des objectifs qui soient réalisables et atteignables, surtout ça. Regrouper les tâches similaires, c'est vrai qu'on s'aperçoit que des fois il y a plusieurs tâches qui sont effectivement similaires et qu'on peut peut-être regrouper ou faire en même temps. Et surtout, prioriser. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut absolument que je fasse aujourd'hui? Déjà ça ramène un calme, une objectivité. On prend les choses une par une et on liste, on dit allez, ça c'est vraiment urgent, il faut que je le fasse tout de suite. Ça peut attendre, je peux le faire plus tard ou peut-être je peux le faire demain aussi. Et surtout, venir rechercher la motivation. Dans toutes les tâches, les contraintes qu'on a à gérer au quotidien, que ce soit personnel, professionnel, familial, trouver des tâches agréables. Essayez d'en glisser une ou deux qui soient sympas au milieu de tout ça.
des tâches, des missions, des projets qui nous donnent envie et essayer de se garder des créneaux pour faire ça. Après, on a toujours des imprévus, ça c'est sûr. Mais pareil, encore une fois, dans ces imprévus, quel est le degré d'urgence? Est-ce que je peux les planifier dans le temps? Est-ce que c'est vraiment prioritaire ou est-ce que ça peut attendre? Voilà, toujours essayer de relativiser et de venir gérer les imprévus comme si c'était une mission normale, on va dire, et essayer de prendre l'objectivité nécessaire pour se dire, ok, est-ce que c'est vraiment urgent? Quel est le degré d'urgence? Est-ce que ça peut attendre? Etc. Dans l'idéal, mais alors ça c'est sûr que voilà, c'est vraiment de la théorie, mais il y a quand même des choses qui peuvent être adaptées dans nos quotidiens, que ce soit quotidien familial, personnel ou surtout professionnel. Voilà, la règle d'or, c'est planifier 60% du temps. Garder 20% pour les imprévus et 20% pour les activités libres. Alors vous me direz, ça peut être un peu compliqué. C'est sûr que c'est l'idéal. Après, il faut voir comment vous pouvez adapter ça dans vos quotidiens. Mais je vois, dans mon ancien boulot, avant de me reconvertir, je travaillais dans une grande société. Et j'essayais de garder effectivement un petit pourcentage de mon temps pour les projets que j'appelais plaisir. C'est des projets que j'amenais à la société qui n'étaient pas dans ma liste de tâches prévues, mais parce que j'avais une idée sur un salon, ou en croisant quelqu'un, ou en discutant avec des collègues, et je me disais, ça peut apporter un plus pour la société. Et je me gardais un petit créneau pour travailler dessus, pouvoir proposer le projet ensuite à la direction, et si c'était validé, c'était que du bonheur, parce que du coup, ça me faisait un projet vraiment plaisir sur lequel je pouvais travailler. Donc ça, voilà, c'est très 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 important, comme je vous le disais tout à l'heure par rapport au bon stress et au mauvais stress, de se garder des projets, des tâches, des missions plaisir dans tout ce qu'on a à faire dans le quotidien. Voilà, garder quand même des tâches qui nous font envie. Alors, dans le quotidien familial, c'est un peu moins facile. Et vous me direz que faire le ménage, la cuisine, des fois c'est contraignant et on n'a pas envie de le faire, c'est sûr. Mais du coup, il faut essayer de le voir comme un jeu. Essayer de rendre les choses peut-être plus ludiques. Essayer de cuisiner en famille, de motiver les enfants ou le conjoint pour cuisiner avec vous, ou repasser, essayer de le voir comme un jeu, ou d'essayer même de le faire en conscience peut-être, et de le voir différemment, comme une nouvelle expérience, venir sentir peut-être le tissu, les odeurs, et vraiment faire les choses en conscience. Ça amènera une façon de voir différente. Ce ne sera pas une tâche récurrente qu'on n'a pas envie de faire. Non. Ça amènera un petit quelque chose en plus. Le fait de le faire de façon différente et de l'envisager d'une manière un peu plus ludique. Ça, c'est important aussi. Et dans cette gestion du temps, dans cette planification de comment on voit nos tâches, il y a un facteur primordial, c'est surtout de lâcher l'idée de la performance. Et ça, c'est quelque chose, moi, la première que j'avais énormément de mal à faire. Mais voilà, le fait de faire des listes, c'est très très important. Mais si tout n'est pas fait, c'est pas grave. Ce sera fait le lendemain, ce sera fait plus tard. Et ça, faut l'accepter. Et il faut lâcher cette idée de performance. Et je sais que c'est quelque chose qui est présent chez beaucoup de personnes, chez beaucoup de mamans aussi, dans cette vie de famille où on veut tout faire, on veut être parfaite, et des fois il faut juste lâcher. Si c'est fait le lendemain, c'est fait le lendemain, et c'est pas grave, et c'est très bien aussi. Et il faut se garder, si je profite d'un moment pour jouer avec mes enfants et que le ménage il est pas fait, il sera fait le lendemain, et c'est bien, il faut profiter en fait. Voilà, lâcher vraiment cette idée de performance et se garder des moments plaisir. Donc voilà, une bonne gestion du temps, ça permet d'être beaucoup plus efficace, beaucoup mieux organisé. Du coup, on gère mieux ce stress, on peut mieux s'adapter, mieux gérer les imprévus, et ça nous aide à retrouver confiance en soi, tout simplement. Et ça, c'est déjà très bien. Après, il y a une autre chose aussi qu'on peut mettre en place pour mieux gérer notre stress, c'est savoir dire non. C'est quelque chose qu'on n'aime pas faire et on a beaucoup de difficultés à dire non. Mais savoir dire non, c'est se protéger. Et j'ai même envie de dire aussi que dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Et ça, c'est important. Et pour dire non, faut d'abord être honnête.
honnête envers les autres, bien sûr, mais aussi honnête envers soi. Et reconnaître que, ben non, là, pour mon bien-être, si je te dis oui, ça va me demander un effort, je vais être encore plus surchargée que je ne le suis déjà, et je ne pourrai pas le gérer, je vais être mal. Et ça, non, on n'est pas d'accord, on n'a pas envie d'être mal en fait. Et c'est pas une question d'être égoïste ou d'être méchant, non, pas du tout. C'est de dire, écoute, j'aurais bien aimé, mais là vraiment je peux pas. Et voilà, c'est être honnête avec soi et c'est se faire du bien aussi à soi et reconnaître que bah non, on ne peut pas tout gérer. Et ce n'est pas grave. Et il ne faut pas avoir peur de déplaire ou de ne pas être apprécié. Si on le dit simplement, gentiment et qu'on explique les choses, et ben c'est très bien compris, c'est très bien perçu et il n'y a aucun souci par rapport à ça. Dans le cadre professionnel, je remercie mon ancien directeur pour ça, parce que c'était très très mal vu dans le milieu professionnel de dire non. Et il fallait surtout pas que je dise non, sauf que j'étais déjà surchargée. Et mon directeur me disait, tu dis pas non. Tu dis oui, mais. Oui, mais je le ferai plus tard. Oui, mais c'est pas ma priorité. Oui, mais. Voilà. Et donc la personne en face était contente, elle avait entendu un oui. Je devais expliquer que j'avais d'autres priorités, d'autres urgences, mais que son projet ou son besoin, je le gérerais après. Peut-être le lendemain, peut-être la semaine d'après. Après, chacun gère son planning, mais voilà. Donc ça amenait beaucoup de ça ramenait en fait une certaine sérénité et ça apaisait. Voilà, ça apaisait les conflits parce que j'étais pas là à dire non, je peux pas le faire. C'est vraiment ok, j'ai entendu ton besoin, mais du coup là j'ai d'autres priorités. Par contre, dès que c'est ok pour moi, je m'en occupe. Ah, bien sûr, après il faut le faire, hein, sinon. Donc voilà, donc ça c'est important et c'est des petites choses qu'on peut faire dans notre quotidien, que tout le monde peut faire et qui amènent déjà, qui permettent déjà de mieux gérer le stress. Même si le niveau de stress est toujours présent, au moins on arrive à mieux le gérer, rien qu'en gérant mieux notre temps, en arrivant à dire non aux autres et avec les exercices de respiration. Après, il y a un autre point qui est très très important et auquel on ne pense pas du tout quand on est stressé, c'est l'alimentation. Quand on est un facteur de stress, on a envie de manger, on a envie de compenser sur la nourriture, du sucré, du salé, du gras. Voilà, on a besoin de se réconforter, donc voilà, souvent on va compenser sur l'alimentation. Mais une alimentation déséquilibrée, c'est aussi un facteur de stress pour le corps. Et surtout, quand on a une alimentation saine et variée, qui est riche en micronutriments, en vitamines, en minéraux, en acides aminés, etc., et bien ça aide le corps à sécréter et à synthétiser tous ces neurotransmetteurs dont je vous parlais tout à l'heure. La sérotonine, la dopamine, la mélatonine et toutes ces hormones dont le corps a besoin. Et si on a une alimentation qui est trop sucrée, trop salée, trop grasse, avec pas du bon gras évidemment, le corps il n'a pas ces nutriments nécessaires pour fabriquer toutes ces hormones du bien-être, ces hormones du bonheur. Donc c'est important. S'il y a une envie compulsive, il faut pas lutter. Hein. Faites-vous plaisir, mais essayez entre deux pulsions de manger plus sain. Ramener des fruits, des légumes, une alimentation vraiment plus saine pour permettre au corps de pouvoir se rééquilibrer et retrouver l'équilibre interne pour baisser le niveau de stress aussi. Après, il y a l'importance de l'environnement dans lequel on prend ses repas. Souvent, que ce soit les tensions familiales, que ce soit les tensions au bureau, on va manger dans un environnement qui est bruyant, agité, où nous aussi on est tendu, stressé, où ça va pas. Et forcément, là, le repas, déjà la digestion, elle se passe pas dans les meilleures conditions. Et puis en plus, ça rajoute du stress supplémentaire. Donc c'est important, si vous pouvez, effectivement, de privilégier des endroits calmes, sans trop de bruit, sans trop d'agitation, venir profiter au mieux des aliments, des personnes qui nous entourent, faire en sorte que ce soit un vrai moment agréable de partage, de détente, un vrai moment de bonheur. Alors pareil, encore une fois, on peut faire des exercices de respiration avant le repas pour venir
déjà commencer le repas en étant moins sur les nerfs, moins stressé. Se mettre dans de bonnes dispositions avant de manger, peut-être manger en plein air dehors quand la météo le permet, dans un endroit où on se sent bien, avec des personnes qu'on apprécie. Ça déjà, ça nous fait une petite pause agréable et sympathique pour le moment du repas. Et voilà, ça participe déjà à un mieux-être et ça aide à retrouver un équilibre et à mieux gérer le stress aussi. Après, évidemment, il y a l'activité physique et surtout en plein air. Voilà, faire du sport, s'oxygéner, ne serait-ce que marcher dehors dans la nature si possible, c'est excellent pour la santé. Ça permet de se vider la tête, de changer les idées. C'est excellent pour le moral et du coup pour le stress. Alors, le sport, c'est un très très bon moyen d'évacuer le stress parce qu'effectivement, quand on fait une activité physique, on va sécréter de la dopamine, des endorphines. Et ça, la dopamine, c'est une hormone, c'est le neurotransmetteur qui intervient dans la régulation de l'humeur. Tout ce qui est lié aussi avec la récompense, le mérite, les endorphines, les hormones du bien-être. Et voilà, donc faire du sport, ça va sécréter toutes ces hormones et du coup, ça va permettre de faire baisser le taux de cortisol et faire baisser le niveau de stress à l'intérieur du corps. Donc, il est recommandé 30 minutes d'activité physique par jour, d'une part pour maintenir le corps en bonne santé, évidemment, mais aussi pour venir réduire le niveau de stress. Alors, je sais que dans les quotidiens de tout le monde, c'est très très compliqué à mettre en place. 30 minutes par jour, ça peut paraître beaucoup. Après, il suffit d'aller marcher entre midi et 2 pendant le temps de la pause déjeuner ou le soir avec les enfants, le week-end. Voilà, c'est très très important de s'accorder des moments pour son activité physique et si possible en plein air pour venir vraiment s'oxygéner et se changer les idées. Alors que ce soit des pratiques douces comme la natation, le yoga, la marche, le qigong, le tai chi, voilà, qui vont vous permettre d'amener tout en gardant du mouvement physique, mais d'amener de la relaxation, de la détente. Et après, des pratiques plus intenses, la course à pied, le sport collectif, d'autres types d'arts martiaux, la danse. Voilà. C'est vous qui choisissez ce qui vous plaît le plus, ce qui vous fait le plus de bien. Mais ça reste très très important. Après, dans les techniques que j'aime bien pour venir réduire son niveau de stress, c'est l'hydrologie. Alors, c'est un nom qui peut paraître très savant, mais je vous assure, on le pratique tous et tous les jours. C'est tout ce qui concerne l'eau et tout ce qu'on fait avec l'eau. Donc évidemment, boire de la bonne eau, boire en quantité suffisante pour le corps, mais aussi quand on est dans un pic de stress, simplement pour faire venir baisser la pression, on peut prendre un bain chaud le soir, dans une ambiance sympa, avec des lumières tamisées, peut-être de la musique douce, des huiles essentielles relaxantes, voilà, tout ce qui peut faire plaisir et amener un moment de détente et de relaxation. Alors pour ceux qui n'ont pas le baignoire, ça se fait très bien avec la douche, je vous rassure. Le soir, venez prendre une douche chaude en conscience. Imaginez que l'eau vient nous apaiser et chasser toutes les mauvaises pensées de la journée, et de la même façon de la musique douce, des huiles essentielles, voilà. Quelles que soient les choses qui vous fassent du bien, profitez de ce vrai moment de détente, voilà. Faire en sorte que ce soit un vrai moment de détente, un vrai moment privilégié. Alors il y a les bains de pieds aussi qui peuvent être très très agréables et qui peuvent aider à faire baisser le niveau de stress, surtout après des journées où on est resté debout toute la journée. Un bain de pied chaud en fin de journée, c'est très très agréable. La pratique du sauna et du hammam, évidemment, si vous en avez l'occasion, pour venir baisser le niveau de stress, venir s'accorder une pause de détente, ça fait beaucoup de bien et c'est très bon pour le corps aussi. Et après, toujours dans les techniques d'hydrologie que vous pouvez utiliser pour faire baisser le niveau de stress, un objet qui est tombé quelque peu en désuétude mais qui reste très utile et très agréable, c'est la bouillotte. Effectivement, une bouillotte d'eau chaude le soir, quand on rentre du boulot, qu'on est fatigué, voilà, au niveau des cervicales, au niveau du dos, peut-être au niveau du plexus solaire, à l'endroit où vous en avez besoin,
alors en respectant les consignes de sécurité des bouillottes évidemment pour pas vous brûler, mais ça apporte un immense sentiment de détente et de bien-être, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et puis en hiver, mettre la bouillotte au fond du lit pour que quand on rentre ce soit tout chaud, c'est quand même très agréable et ça aide aussi à la détente et à s'endormir dans des conditions sympas. Donc c'est chouette. Après, dans les choses sympas et utiles pour venir réduire son stress, c'est une activité artistique ou manuelle. Ça fait beaucoup de bien quand on est stressé de se dire ok, je m'accorde là juste un moment pour moi, je fais quelque chose que j'aime. Alors après il y a des techniques d'art-thérapie ou de médiation artistique, mais vous pouvez tout simplement faire quelque chose que vous aimez, que ce soit l'écriture, la peinture, le dessin, la musique, le chant, la danse. Amusez-vous, faites-vous plaisir et accordez-vous un moment rien que pour vous, pour faire ce que vous aimez en fait. Et ça rebooste énormément la confiance en soi, ça améliore l'estime de soi aussi de façon considérable. C'est vraiment très important. Alors après il y a d'autres techniques qui reviennent à la mode, je pense au tricot, je pense à la couture, au crochet. Effectivement leur cote de popularité est montée en flèche ces dernières années. Mais créer un vêtement de ses propres mains ou un accessoire, c'est extrêmement valorisant. Et quand on le fait, après que ce soit ça ou une autre activité, on est 100% dédié à ce qu'on fait. On ne pense pas à autre chose. On se vide complètement la tête en fait, et toutes nos préoccupations quotidiennes, elles sont plus là. Et ça, c'est génial. Il faut vraiment trouver, voilà, quelle que soit l'activité qui vous plaise, qu'elle soit artistique ou manuelle, que ce soit du jardinage ou autre, peu importe, mais vous êtes à 100% là-dedans et ça vous fait une pause pour votre cerveau, pour votre mental et ça apporte un bienfait considérable pour le corps et pour l'esprit. Et ça ramène un état de sérénité, un peu comme un état méditatif au final. Il n'y a pas besoin de faire des méditations pour avoir absolument cet état méditatif. Non, on peut tout à fait l'avoir en dessinant ou en jardinant ou en tricotant, peu importe. Voilà. L'idée, c'est vraiment de se faire plaisir. Alors après, évidemment, vous avez différentes techniques de phytothérapie ou d'aromathérapie qui vont aussi aider à réguler le stress, à aider le corps à s'adapter, à réagir au stress, à aider aussi nos émotions à s'apaiser. Donc vous avez évidemment au niveau des élixirs floraux, il y a tout ce qu'on appelle des fleurs de Bach qui sont extrêmement intéressantes par rapport à ça. Alors vous avez des complexes déjà tout faits que vous trouvez en pharmacie ou en magasin bio. Après vous pouvez vous faire vos propres complexes également. Du côté des plantes, alors il y en a certaines qui vont vous aider à favoriser le sommeil, comme l'aubépine, le tilleul, la passiflore. Il y en a d'autres aussi qui sont dites adaptogènes, qui vont aider le corps à s'adapter et à répondre aux phénomènes de stress. Donc là, je pense au rhodiola, à l'éleutérocoque, à l'ashwagandha. Alors, adressez-vous quand même à un professionnel avant, parce qu'il y a quelques petites contre-indications, mais voilà, en tisane ou en gélule, elles sont extrêmement intéressantes pour aider le corps à réagir et aider les émotions à s'apaiser. Après, il y a des huiles essentielles aussi qui sont fabuleuses pour apaiser, pour détendre. Alors, ma préférée, c'est la lavande, mais après, chacun a ses affinités aussi. Vous en avez plein. Il y a l'orange douce, le petit grain bégaradier, le néroli, la camomille. Voilà, il y a plein d'huiles essentielles qui peuvent vous aider par rapport à ça. Alors, encore une fois, attention à l'utilisation des huiles essentielles. N'hésitez pas à me consulter ou à consulter un professionnel en aromathérapie par rapport à ça. Voilà, donc déjà on a vu effectivement pas mal de choses, pas mal d'outils pour vous aider à gérer votre stress. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai en commentaire ou après vous pouvez m'envoyer des messages après la conférence pour en parler. Et comme je vous le disais en introduction, la première des choses pour venir gérer son stress, pour mieux vivre son stress, c'est déjà de mettre en place des actions pour aller mieux. Et que toutes les personnes qui sont le plus sensibles au stress sont celles qui ne font rien pour le gérer. Donc déjà mettre en place ces techniques, que ce soit la respiration,
que ce soit la gestion du temps, la planification, l'activité physique, l'alimentation, les huiles essentielles, voilà, tout ce qu'on a vu là. Déjà rien que ça, c'est un pas vers le mieux-être. Alors après, il y a plein d'autres techniques qui existent, des techniques de méditation, la sophrologie. La sophrologie, ça m'a fait un bien considérable quand j'étais dans mon ancien travail. L'EFT, enfin voilà, il y a plein de techniques qui existent, il y a plein de solutions que vous pouvez trouver sur internet. Et après, voilà, moi c'est aussi des accompagnements que je propose en gestion du stress pour venir vous apporter des techniques de respiration, des techniques de détente musculaire et des exercices de sophrologie et de méditation pour venir vous apaiser, des choses que vous pouvez faire au quotidien, que vous pouvez réutiliser tous les jours, vous permettre de mieux gérer votre stress, de mieux l'appréhender, de mieux l'apprivoiser pour mieux le vivre au quotidien. Après, je propose aussi des accompagnements en micronutrition pour venir effectivement régler au niveau de l'alimentation, rééquilibrer l'alimentation pour justement permettre d'avoir des aliments qui vont favoriser la sécrétion, la synthèse de tous ces neurotransmetteurs qu'on a vus tout à l'heure. Et retrouver un mieux-être dans sa vie par l'alimentation. Ça joue aussi sur le stress comme on l'a vu. Et après je propose d'autres accompagnements, plus en développement personnel, en thérapie énergétique, pour tout ce qui va être la libération des schémas de comportement inconscients. En fait, tous les blocages qui ont pu être créés dans notre enfance, ou des fois qu'on a récupéré de notre lignée en transgénérationnel. Donc voilà, donc je propose des accompagnements aussi par rapport à ça. Voilà, ce qui est vraiment important à prendre en compte en fait dans la gestion du stress, c'est surtout retrouver un équilibre en fait et garder des moments de stress positifs, des projets agréables qui nous motivent, qui nous entraînent, qui nous animent. Voilà, venir rééquilibrer en ayant autant de stress positif que de stress négatif. Alors souvent on a du mal et effectivement il y a plus de choses négatives, ou en tout cas une accumulation de stress qui vient. Mais voilà, garder des choses qui nous animent, qui nous font plaisir, qui nous font du bien, ça reste très important et ça permet de retrouver cet équilibre, de ramener un équilibre hormonal aussi. Ça c'est très important. Et du coup, tant qu'on est dans l'équilibre hormonal, venir aider le corps dans ces phases de stress avec une cure de magnésium, cure de vitamine C aussi, de zinc, voilà, pour amener, aider le corps en tout cas à mieux répondre aux sollicitations, à mieux répondre aux facteurs de stress et surtout écouter les messages du corps. Écouter tout ce que le corps a à dire pour mieux après reconnaître les symptômes et mieux anticiper les phases de stress. Donc ça c'est effectivement très important et ça permet de mieux se connaître parce que comme on l'a vu en introduction, le stress n'est ni positif ni négatif, c'est juste un moyen de défense qu'a l'organisme. C'est un syndrome général d'adaptation, comme le dit si bien Anseli. Voilà, le corps réagit face à une situation. Ce n'est ni bien ni mal, c'est une réaction physique et physiologique. Et quand on arrive à observer ces différents symptômes, ces différentes réactions au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel, comportemental et cognitif, on peut après observer et ça nous permet de mieux nous connaître nos réactions et de mieux s'y préparer aussi. Et quand je sens, quelle que soit la manifestation, si c'est la gorge qui se serre quand je suis stressée, quand je sens cette gorge qui se serre, je dis ok, là je suis en état de stress, là je ressens un facteur de stress, comment je peux le gérer? Donc tout de suite, je repars sur ma respiration, tout de suite je remets en place les techniques qu'on a vues précédemment, où je prends des huiles essentielles ou différentes techniques, voilà, tout ce qu'on a abordé par rapport à ça, pour venir s'apaiser et retrouver un niveau de stress, retrouver un niveau normal et mieux gérer notre stress.
Du stress, on en a tout le temps. On est tout le temps soumis au stress. Après, c'est comment on va l'appréhender et comment on va réagir face à ce stress. Et écoutez, voilà, toutes nos réactions, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, ça nous permet de mieux pouvoir gérer, de mieux pouvoir réagir et de mieux le vivre, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi la conférence et je vous dis à très bientôt.